Il me semble que l'un des aspects dont nous avons le plus besoin à l'heure actuelle, c'est la confiance en soi, une certaine assurance intérieure qui nous permette de traverser les bouleversements auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème, retrouver sa beauté intérieure, et j'ai ajouté grâce à la méditation, parce que nous allons voir que c'est un outil extrêmement riche. Le premier aspect qui m'est apparu avec la pratique de la méditation, et cela a été la toute première réalisation, c'est l'approche spirituelle de soi, qui est radicalement différente de l'approche habituelle. En général, on se définit comme Madame un tel, Monsieur un tel âge, telle nationalité, voire telle profession, surtout si elle est jugée valorisante. Et tout cela, en fait, ce sont des identifications éphémères, en tout cas transitoires, parce qu'au cours de la vie, tout change. Je vais commencer à vieillir, connaître sans doute des tournants dans ma carrière, peut-être même changer carrément de profession. La façon dont se construit la personnalité, ce sont des séries d'identifications successives et cela commence dès le plus jeune âge. J'ouvre les yeux et je commence à absorber des informations qui me sont fournies. Au fil du temps, on va m'apprendre que je suis une petite fille qui se comporte comme ceci, ou un petit garçon qui se comporte comme cela, de telle culture, de telle religion. Donc toutes sortes d'identifications qui sont autant de limitations dans la perception que j'ai de moi, parce qu'elles sont remplies de schémas, de modèles auxquels je suis censée me conformer. Au fur et à mesure que j'avance dans la vie, ces identifications vont devenir à la fois plus sophistiquées, mais également plus extérieures. Comme je le disais tout à l'heure, l'apparence physique quand je suis jeune, la profession parfois. Et on s'aperçoit de ces identifications quand on les perd. Par exemple, la perte d'un emploi auquel on était attaché va peut-être se traduire par une remise en question profonde de soi. Qui suis-je? Parce qu'en fait, on s'est identifié à quelque chose qu'au fond, nous ne sommes pas. Donc le premier pas dans la réalisation de qui je suis, c'est l'approche spirituelle, c'est-à-dire cette première découverte ou redécouverte que je suis beaucoup plus que ce que je crois être. Cette approche me permet d'aller au-delà du genre, de la couleur de la peau, au-delà des religions, de la culture. Je m'échappe de tout ce qui quelque part m'enfermait dans des codes et constituait une prison, même si je n'en étais pas consciente. C'est une nouvelle dimension qui s'ouvre à moi pour mieux me comprendre. Et cette réalisation qui me permet de me libérer de ces identifications matérielles se fait grâce à la méditation. C'est-à-dire que je vais faire l'expérience de ce que je suis vraiment et de ce que signifie un être spirituel dans la méditation. Un être qui pense, qui voyage par la pensée, dans le temps et dans l'espace. Un être qui existe au-delà des perceptions sensorielles. Je commence alors à ressentir tous les bienfaits de cette réalisation et le potentiel qui s'offre à moi. Le deuxième pas va consister à me libérer de ce que j'appelle les étiquettes. En général, quand on parle de connaissance de soi, on utilise encore des définitions qui viennent s'accoler les unes aux autres. Par exemple, je suis quelqu'un d'optimiste ou quelqu'un de pessimiste. On ne naît pas pessimiste, on l'est devenu. Donc c'est encore une perception de soi limitée et limitante. Quand on parle de se connaître, immédiatement nous vient à l'esprit une conception de soi basée sur des défauts, des qualités, des points forts et des faiblesses. Ou en allant un peu plus loin, je suis une personnalité de tel ou tel type. Mais en fait, c'est encore une nouvelle identité que l'on se rajoute. C'est une étiquette. Et si je me focalise sur les défauts, je vais me dire qu'il faut absolument que je me débarrasse de tel ou tel trait de caractère. Mais nous savons tous combien les défauts, surtout ceux qui nous gênent, sont tenaces
est solidement incrustée en nous, et combien les efforts pour s'en défaire sont difficiles, compliqués et parfois même inutiles. Ce qui fait que l'on va être tiraillé entre les moments où on y arrive et ceux où finalement les défauts l'emportent. Ce n'est donc pas si simple. Donc le troisième pas consiste à aller encore plus profondément à la rencontre de soi. Et quelle méthode allons-nous utiliser pour redécouvrir ce que nous sommes profondément? Faire l'expérience des qualités innées, des qualités essentielles de l'être que sont l'authenticité, la paix, l'amour, la force intérieure qui permet de tout mettre en œuvre, et enfin le bonheur, puisque c'est aussi l'une de nos qualités innées. Mais tant que cela reste un savoir, on peut toujours dire « Vous êtes très gentil de me dire toutes ces belles choses, mais comment vous croire ?» Cela pourrait sembler un peu théorique. Il s'agit donc d'aller plus loin et d'en faire l'expérience grâce à la méditation. L'expérience que je suis ces qualités, qu'elles sont mes qualités innées et qu'elles constituent ma véritable personnalité. Et là, on va rentrer dans un aspect de la méditation que j'aime vraiment beaucoup. C'est ce que j'appelle la mise en résonance de mémoire. Émettre ses pensées n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est beaucoup plus que cela. J'ai ces qualités en moi, mais elles sont très peu sollicitées dans la vie quotidienne. On est plutôt dans l'agitation, les difficultés, le stress, l'anxiété, parfois même la confrontation, surtout actuellement. Donc en fait, cette paix intérieure et toutes les autres qualités innées sont recouvertes en quelque sorte de couches de mémoire. Elles sont enfouies en nous. En méditation, nous allons nous positionner en tant que possédant ces qualités. Non pas en le disant simplement, mais en le ressentant. Parce que chaque pensée est reliée à une vibration. Donc, quand je médite, par exemple, sur la paix, cette vibration de paix va venir faire résonner en moi des mémoires extrêmement profondes, puisque la paix est au cœur de ma personnalité. Et donc, ça va fonctionner un peu comme un écho. Et ce ressenti est ce que j'appelle la mise en résonance de mémoire. Et c'est ce qui crée l'expérience. Je rentre dans une autre fréquence vibratoire qui est très élevée. Et là, je ressens que je suis un être doté de qualités magnifiques. Et personne ne pourra jamais m'enlever cette expérience. Je ne dirais pas que c'est complètement acquis, parce qu'on peut l'oublier. Les difficultés de la vie actuelle font que, comme je le disais tout à l'heure, l'environnement extérieur nous renvoie rarement la paix, l'harmonie, etc. C'est donc à nous de cultiver cette expérience, de la faire ressurgir au point que cela devienne complètement naturel. Mais oui, je suis un être beau. Bien sûr, je ne le suis pas en permanence. Il est clair qu'il y a encore plein de choses qui me font réagir par impatience, énervement, irritation, etc. Mais ce n'est pas grave, parce que je suis en chemin. Et c'est pour cette raison que pratiquer la méditation est tellement important. Parce qu'en fait, cette mise en résonance de mémoire, non seulement va valider le fait que je suis effectivement un être de paix, puisque je vais sentir cette paix ressurgir du plus profond de moi, et non venir de l'extérieur. Mais en plus, elle va rayonner autour de moi, puisque c'est une vibration. Donc, en même temps que je médite sur la paix et que je fais résonner cette paix au cœur de mon être, je la propage autour de moi. L'important, c'est de ressentir, c'est de faire l'expérience que nous sommes des êtres dotés de qualités magnifiques et que ces qualités sont innées.
ce qui veut dire que je n'ai pas à les créer, mais à les retrouver, les redécouvrir, et qu'elles constituent également ce que l'on pourrait appeler mon capital ressource. Par conséquent, cela va nous donner une perception complètement différente des défauts. Cela veut dire que j'ai acquis ce que j'appelle mes défauts tout au long de mon parcours de vie. Mais je ne suis pas ces défauts. Et c'est là toute la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis. Et vous avez remarqué qu'en disant mes défauts, je me les approprie. Je vais donc réaliser que je suis un être beau, doté d'un très grand potentiel que je n'utilise pas suffisamment, puisque dans la vie quotidienne, je n'exprime que ce que je perçois de moi et qui est souvent une perception assez superficielle. En réalisant ma richesse intérieure, je vais voir mes défauts autrement, sous un angle radicalement différent. Si l'inné est constitué de qualités, cela veut dire que j'ai acquis tel ou tel défaut au fur et à mesure de mon cheminement, de ma vie, avec deux conséquences. La première, c'est que je comprends alors que tout défaut est lié à une qualité. Et lorsque je lie le défaut à la qualité, je vois que le défaut est bien souvent un manque de qualité, une mauvaise utilisation de la qualité ou une surutilisation de la qualité. Mais de toute façon, au départ, il y avait une qualité. Je vais vous donner un exemple montrant qu'en fait, les défauts sont des déviances des qualités, des mauvaises utilisations en quelque sorte de la qualité, soit en excès, soit en manque. Par exemple, la générosité est une qualité magnifique. Personne ne dira le contraire. Mais imaginez que pour moi, la générosité consiste à avoir un grand cœur, essayer toujours d'aider tout le monde, être toujours disponible. Vous commencez à voir un peu la déviance se profiler et vous comprenez qu'à un moment donné, je vais rencontrer des problèmes dus à ma façon d'utiliser la qualité. Si je ne sais pas mettre de limites, si je ne sais pas parfois dire non, si je ne sais pas me préserver, je vais finir par me dire « c'est incroyable, j'ai un grand cœur et je rencontre toujours des gens qui essaient de profiter de moi, qui essaient d'abuser de ma gentillesse. » Oui, mais qui est à l'origine de ce défaut? Pour quelle raison est-ce que je rencontre ce type de personnalité? Ces situations me permettent de réaliser en fait que je dois mettre des limites, dire je peux aider, mais pas tout le temps, pas tout le monde. Et là, ce sera la vraie générosité. Donc il y a un discernement nécessaire pour que cette qualité reste une qualité. Et si elle est mal utilisée, cela devient une source de problème, donc un défaut. On pourrait bien évidemment multiplier les exemples, mais vous voyez comment cela fonctionne. Alors, à partir de cette perception que le défaut est lié à une qualité, plutôt que de me focaliser sur les défauts et de me dire « oh là là, il faut absolument que je change telle ou telle chose », je vais m'appuyer sur mes points forts, sur mes atouts. Je vais en fait revenir aux qualités innées. Je ferai en sorte de renforcer la qualité qui, petit à petit, en étant bien utilisée ou en étant mieux vécue, me procurera exactement le bon équilibre. Et du coup, je tirerai le meilleur parti de cette qualité. Et de cette façon, mes qualités innées constitueront effectivement mes ressources. Avec cette perception nouvelle, d'une part, je vais accepter mes défauts, parce qu'il se peut que dans mon parcours, certaines de ces faiblesses aient pu constituer une façon de me protéger. Il a fallu, par exemple, que je devienne plus distante, plus réservée, ce qui est une qualité, mais à l'excès, cela peut me couper des gens.
En redécouvrant qui je n'ai plus besoin de ces protections, parce que ces qualités elles-mêmes sont tellement puissantes, tellement fortes, que je peux oser être moi. C'est ce qui va faire naître le respect de soi. La perception de soi en tant qu'être spirituel, beau, doté de qualités, va automatiquement m'apporter le respect de soi. Et c'est très important, parce que quand j'ai ce respect de moi, il y a plein de choses que je ne vais pas m'autoriser à faire ou à penser, parce qu'effectivement, c'est au niveau de la qualité des pensées que cela va également se traduire. On sait que les pensées négatives sont du poison. Si je me respecte vraiment, je ne vais pas me laisser entraîner dans des pensées négatives. Quand elles se présenteront, je me dirai « Stop, j'arrête, je n'ai plus envie de m'empoisonner l'existence ». Du coup, il y a toutes sortes de choses que je ne ferai plus, parce que je prends conscience de ma beauté, et je n'ai pas envie de l'altérer, de l'abîmer. Et on en arrive au quatrième pas. À partir du moment où je découvre ma beauté intérieure, je vais essayer d'être le plus possible cet être beau qui correspond à ma réalité profonde. Je vais consacrer une grande partie de mon énergie à exprimer mes qualités. C'est ce que j'appellerais jouer juste. Tant que je ne connais pas ma richesse intérieure et que je n'exprime pas les qualités que je porte en moi, que va-t-il se passer? Je vais essayer peut-être de correspondre à des modèles. Je vais me comparer, vouloir être comme ceci, comme cela. Et pendant tout ce temps, j'utiliserai une énergie considérable à ne pas être moi. Et en n'étant pas moi-même, je vais jouer faux. Si j'essaie d'être quelqu'un que je ne suis pas, il y a de fortes chances pour que les autres voient le dysfonctionnement que j'exprime et qu'ils ne voient pas les qualités cachées, la beauté de ce que je suis véritablement. Ils vont se dire « Elle aimerait être comme ceci ou comme cela », mais la pauvre, elle en est loin. Toujours par rapport à cet état d'esprit qui consiste à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Et que fait-on quand quelqu'un n'est pas vraiment à sa place? En n'étant pas moi-même, en essayant d'être quelqu'un d'autre, en jouant faux, peut-être que les gens n'auront tout simplement pas envie d'être avec moi. Ils vont chercher à m'éviter pour être avec quelqu'un d'autre qui joue plus juste. Je deviendrai quelqu'un dont on ne recherche pas la compagnie. Parce que me sentant rejetée, peut-être que je suis devenue finalement quelqu'un de pas très agréable. En général, on se sent un peu irrité, énervé. On a envie de remettre la personne à sa place dans ces cas-là. Il y a cette expression en français « remettre quelqu'un à sa place » et cela dit bien ce que cela veut dire. Jouer juste va me permettre d'être profondément en phase avec moi-même. Et cela va avoir un impact très important, qui constitue pour moi le cinquième pas. En jouant juste, j'attire les choses à moi. Je voudrais utiliser une métaphore que j'aime beaucoup, qui est celle du puzzle. Elle me semble très significative dans cette exploration de qui je suis. Vous connaissez ce jeu qui consiste à assembler des pièces pour obtenir un dessin qui représente un paysage, un portrait, une œuvre d'art. Le puzzle est un jeu de patience. Il faut reconnaître à la fois la forme de la pièce, la couleur, le dessin qui est dessus, savoir observer pour insérer le morceau au bon endroit. Et pour nous, c'est un peu la même chose. Imaginez que j'ai envie d'être une autre pièce du puzzle que ce que je suis. Que vais-je faire? Je vais peut-être me rajouter un petit morceau de ceci, retrancher un petit morceau d'autre chose, changer le dessin, changer la couleur. Bref, je ne serai pas moi-même. Et en plus,
je vais contribuer à désorganiser le puzzle, ce qui va m'éloigner encore plus de ce que je suis vraiment. Il y avait une plaisanterie qui circulait sur Internet il y a quelques années et qui disait « Soyez vous-même parce que toutes les autres places sont prises ». J'aime bien cette idée, parce que c'est bien ce dont il s'agit. Tant que je ne suis pas moi-même, que j'essaie d'être quelqu'un d'autre, j'empêche peut-être une autre personne d'être elle-même. Au fond, je lui pique sa place, entre guillemets. Cette histoire du puzzle est très intéressante, parce qu'elle s'applique non seulement à moi, mais on peut l'appliquer également au monde. On peut imaginer le monde comme un immense puzzle d'une incroyable complexité. Et là, on comprend toute la nécessité d'être soi-même et d'être véritablement ce que nous devons être. Il me semble qu'on en est là dans notre histoire. Il s'agit pour chacun d'entre nous de retrouver notre spécificité pour exprimer pleinement ce que nous sommes, notre richesse intérieure. Donc vous voyez que ce voyage n'est pas du tout anodin. Plus je serai consciente de ce que je suis véritablement grâce à l'expérience que j'en aurai faite, plus je comprendrai à ce moment-là que je suis un cristal recouvert d'une gangue. On est bien d'accord sur le fait qu'il y a quand même une gangue autour. Il ne s'agit pas de nier les défauts, ce serait manquer d'authenticité, et bien évidemment cela générerait beaucoup de problèmes. La gangue peut être plus ou moins épaisse, ou plus ou moins dure, mais en tout cas c'est une réalité. Je vous imagine en train de sourire en pensant à des personnes que vous connaissez. Donc, plus je ferai éclore le cristal en le dévoilant, en exprimant ses qualités innées, plus il me sera facile d'accepter les défauts. Parce que c'est toujours cela le problème. Lorsqu'on s'identifie aux défauts, on crée des angles morts. On n'a pas envie de les voir. Alors que si je me dis que je ne suis pas ces défauts, mais je suis ces qualités, je peux accepter les travers, comme je vous le disais tout à l'heure, comme des déviances, comme des mauvaises utilisations des qualités. En repassant par la qualité, donc par le positif, je pourrai petit à petit désactiver le défaut. Et c'est bien de cela dont il s'agit, désactiver les défauts qui ne me sont plus utiles, qui me limitent, qui m'empêchent d'être vraiment dans cette joie profonde à laquelle j'aspire. À partir de là, 2 conséquences. La première, c'est de retrouver ma liberté intérieure. Tant que je ne suis pas véritablement moi-même, je perds ma liberté. C'est comme si j'étais aliénée, enfermée dans des modèles, des systèmes, des croyances, et du coup, je ne peux pas grandir spirituellement. Il s'agit de se donner les moyens de remettre en question les identifications qui peuvent subsister, les étiquettes qui peuvent encore rester. Même sur le chemin spirituel, même quand on a commencé ce voyage à la rencontre de soi, on peut conserver certaines étiquettes qui nous empêcheront de voir clairement qui nous sommes véritablement. Et la façon dont on va s'apercevoir que nous sommes libérés, c'est quand il n'y aura plus les « il faut que »,« je dois », il est absolument nécessaire que, toutes ces injonctions qui nous mettent sous pression. Alors que si je prends conscience de qui je suis, si j'accepte qui je suis vraiment, je retrouve ma liberté intérieure. Et en plus, c'est tentant. Quand on a cette perception de soi si belle, on a envie d'être de plus en plus soi-même. Donc on aura à cœur d'exprimer le plus souvent possible notre beauté, notre richesse, nos qualités et du coup d'aider les autres également à les exprimer, puisqu'on aura compris qu'en fait, les défauts ne sont pas la réalité. Et la deuxième conséquence, c'est que cela va nous simplifier considérablement la vie. C'est tellement compliqué de vouloir être quelqu'un d'autre.
Et plus on voudra le faire, plus on aura besoin de reconnaissance, plus on voudra être vu, félicité pour ce qu'on fait. Et cela va être la source de bien des déceptions et des difficultés qui vont nous compliquer l'existence. En étant pleinement soi, à sa place, en jouant juste, en étant sur la bonne longueur d'onde, les situations se présentent pour nous permettre d'exprimer de mieux en mieux et le plus possible nos qualités. Pourquoi ? Parce que si on reprend l'image du puzzle, ce que nous sommes, ce que nous portons en nous est nécessaire à l'ensemble. Quand on est sur la juste longueur d'onde, en exprimant ce que l'on est profondément, automatiquement les opportunités se présentent pour que nous exprimions ce que nous avons à exprimer. Vous voyez que c'est une perception radicalement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. C'est donc une réharmonisation personnelle qui se fait grâce à la méditation. La méditation étant la validation par l'expérience. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous et surtout vous donner envie de pratiquer la méditation, envie de redécouvrir votre beauté intérieure. Alors je vous ai beaucoup parlé de méditation et si vous le souhaitez, vous pouvez écouter le voyage méditatif qui correspond à ce petit exposé.